Madame la représentante du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Madame la première présidente de la Cour de cassation, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le président de la section du contentieux, Madame la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, Monsieur le président du tribunal administratif de Paris, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Monsieur le vice-bâtonnier élu du barreau de Paris, mes chers confrères, chers amis de la conférence du stage. L'émergence est une propriété fondamentale des systèmes complexes. Selon ce concept, qui se décline en philosophie et en science, le tout est plus que la somme de ses parties. Appliqué en biologie, il permet d'expliquer des phénomènes que nous pouvons observer à l'œil nu sans bien en mesurer la dynamique interne. Prenez, par exemple, la forme en V, si caractéristique et si spectaculaire des nuées d'oiseaux. Ils suivent le même tracé et par une sorte d'état de grâce, comme s'il n'y avait plus à un seul moment qu'un seul battement d'ailes, ils s'assemblent pour affronter ensemble la distance et les éléments avant de se séparer et de reprendre chacun leur route. Nos yeux sont attirés par le sommet de la nuée comme si un oiseau avait été choisi comme pilote pour donner seul la direction d'ensemble. Il se trompe. Au contraire, le comportement de chacun est déterminé par la position relative des oiseaux voisins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la forme en V n'est pas décidée à partir d'un centre unique de décision. Elle n'est pas non plus le fruit du hasard, elle émerge de règles d'interaction, un vouloir voler ensemble dans la même direction avec le souci de rendre son vol compatible avec les autres. C'est le moment où les choses acquièrent une intelligence nouvelle, l'instant où tous les oiseaux se mettent à dialoguer et voler ensemble. Le tout est plus que la somme de ses parties. Pour écrire un seul vers, disait Maria Rainer-Rilke, il faut sentir comment volent les oiseaux. Eh bien, pour comprendre certains phénomènes juridiques, j'ai l'intuition qu'il faut suivre le conseil du poète. Système complexe, enchevêtrement des ordres juridiques, interaction, friction, rapport de compatibilité, opposition et recherche de l'harmonie, le concept de dialogue des juges, singulièrement entre nos juridictions suprêmes, me semble être caractéristique d'un phénomène d'émergence. De la décision Cohn-Bendit à l'arrêt French Data Networks, 42 années séparent le commissaire du gouvernement Bruno Genevoix et le rapporteur public Alexandre Lallay au pupitre de la section du contentieux. Le premier est l'inventeur de la formule. En appelant au dialogue des juges avec la Cour de justice de l'Union européenne pour la première fois dans ses célèbres conclusions, il a mis en lumière les interactions du droit irriguées par des sources multiples et il n'a jamais cessé de vouloir lui donner une consistance pratique. Le refus de dialogue, a-t-il dit, loin d'être un signe de force, serait au contraire un aveu de faiblesse. Le second, à l'instar de ses collègues qui se sont succédés au pupitre, s'est confronté à la réalité souvent complexe, parfois rugueuse, du dialogue transjudiciaire, privilégié lui aussi une logique de conciliation entre droit national et droit européen. C'est toujours, a-t-il dit, cette voie que vous privilégiez en présence d'un conflit entre normes supérieures, le constat d'échec du dialogue des juges, nous dirions même désormais du concert des juges, ne peut être qu'une solution de dernier recours. Le glissement est bien là, vous l'avez entendu, du dialogue au concert des juges, éviter la cacophonie, jouer sa partition dans le respect de celle des autres acteurs. L'analogie musicale met bien en lumière un phénomène d'émergence renforcée qui mérite qu'on s'y arrête quelques instants
à un moment de notre histoire où le principe de prééminence du droit semble fragilisé par des vents contraires. Le concept de dialogue des juges est régulièrement critiqué par ceux qui s'inquiètent de cette coopération et dénoncent une forme avancée de gouvernement des juges avides de pouvoir, et par ceux, à l'inverse, qui voudraient le réduire à une peau de chagrin en le présentant comme un concept mythique, superficiel et creux, destiné à camoufler des improvisations. Il faudrait savoir. Au premier, je répondrai que si les constituants et législateurs ont fait le choix d'instituer plusieurs juridictions internes et internationales aux compétences distinctes mais entremêlées, c'est précisément pour qu'aucune d'entre elles ne soit tentée de revendiquer les pleins pouvoirs. Au second, je dirais que l'observation des mouvements jurisprudentiels depuis le début de la crise sanitaire démontre que le dialogue des juges n'est pas un concept marketing, notamment entre cours nationales. Cela fait bien longtemps que le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la Cour de cassation ont cessé de regarder leur propre ordre juridictionnel avec les yeux de la complétude. La Cour de cassation a jugé, la première, que les prolongations automatiques de détention provisoire sans contrôle à bref délai par un juge étaient contraires à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, même en période d'état d'urgence sanitaire. Le Conseil constitutionnel a ensuite fait la même analyse sous l'angle de la constitutionnalité. Et le Conseil d'État, à la demande de l'ensemble des organisations d'avocats et d'avocats au Conseil, a dit la même chose dans son arrêt du 5 mars 2021. Quant aux conditions matérielles de détention, sujet si essentiel dans un État de droit, la Chambre criminelle a infléchi sa jurisprudence à la faveur d'un authentique dialogue des juges initié par la Cour européenne des droits de l'homme dans sa décision JMB. La Cour de cassation ouvre ainsi la voie à un recours effectif devant le juge de la détention et des libertés en articulant question prioritaire de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité. Loin de s'exclure ou de se contredire, les contrôles se complètent. Et en renvoyant la question de constitutionnalité au Conseil, la Cour sait qu'elle rend possible une intervention du législateur pour une meilleure sécurité juridique. Elle apporte sa pierre à la mise en place d'un système interdisant que les détenus soient soumis à des traitements dégradants. Elle envoie le message qu'elle ne construira pas à elle seule tout l'édifice de cette protection, les décisions devant s'adosser les unes aux autres dans un mouvement vertueux dont le législateur devra ensuite s'emparer, suivant ainsi les conclusions de l'avocate générale Sandrine Zientara. Les ressorts de ce dialogue jurisprudentiel peuvent certes avoir quelque chose de mystérieux, surtout lorsqu'il n'est pas organisé par des mécanismes de renvoi préjudiciels. Il n'existe pas de mode d'emploi ou de manuel du dialogue des juges à l'heure de la mondialisation du droit. Les étudiants en droit souffrent un peu lorsqu'on leur demande de commenter ces arrêts. L'exercice, vous le savez, peut tourner de temps en temps au casse-tête. Mais je suis intimement convaincu que ce qui guide d'abord et avant tout nos juges suprêmes dans ces circonstances, ce n'est pas la course au précédent ou à l'innovation. C'est au contraire le sens des responsabilités au moment de statuer sur une affaire. Il est inhérent à l'office du juge de cour supérieure d'être attentif à l'environnement juridique et aux effets de ses décisions. C'est ce qui permet à nos droits d'être effectifs et concrets. Le dialogue des juges ne se satisfait plus de recours plausibles ou virtuellement efficaces, comme l'ont démontré les 10 dernières années de jurisprudence relative à la protection des personnes hospitalisées sans leur consentement. Décision après décision, il s'agit d'intensifier les contrôles en donnant les moyens de lutter en justice contre ce qui nuit effectivement à nos intérêts juridiquement protégés. Juges et avocats auprès des cours suprêmes, nous ne cessons de nous poser la question du doyen génie. De quelle façon juristes consultes
travaillons-nous en fait? De quelle façon devons-nous travailler, disait-il. Eh bien, pour le juge, il me semble que ce qui est essentiel aujourd'hui, à l'heure du concert des juges, c'est la motivation de ces décisions. Elle est la parole du droit, mais aussi sa substance. Le célèbre juge américain Benjamin Nathan Cardozo est l'un des premiers à l'avoir mis en lumière. La forme n'est pas quelque chose qui s'ajoute à la substance tel un ornement protubérant, les deux se fondent dans l'unité. Ce qui permet aux juges de se comprendre et d'agir de concert à la protection des droits fondamentaux, c'est de révéler ces raisons, de donner à voir les fondements d'une solution et pourquoi pas de faire place aux arguments de la minorité pour montrer que l'argument a été examiné. Cette mise en lumière, nos juridictions suprêmes françaises se sont résolument engagées à la pratiquer. Les motivations sont enrichies, elles donnent la règle ou le principe ou les justifications, elles appellent au dialogue des juges en citant d'autres décisions ou en mettant en œuvre les mécanismes de coopération juridictionnelle. Et tout autour de ces décisions, des travaux émanant des juridictions permettent d'accompagner ce mouvement de transparence. Conclusions de rapporteurs publics et d'avocats généraux, rapports, communiqués, commentaires ou ouvrages hybrides qui regroupent un peu tout cela, loin d'être une zone grise ou un moyen de contournement, ils contribuent à favoriser la compréhension des ressorts d'une décision. Quant à l'avocat, il a un rôle essentiel à jouer pour faire vivre le dialogue des juges au bénéfice des justiciables et du droit. Les juges ne sont pas seuls. Dans son Beaumarchais, un aventurier de la liberté, Éric Orsena recommande aux avocats au Conseil, afin de ne pas assommer ses anciens collègues du Palais Royal, qui s'épuiseraient les yeux dans nos mémoires, de s'inspirer des feuilletons judiciaires du XVIIIe siècle pour pimenter nos écrits futurs, délasser les dieux et décoincer les avocats. Tout un programme. Alors, employons-nous à délasser nos juges en suggérant des renvois préjudiciels à la Cour de Luxembourg, en soulevant des questions prioritaires de constitutionnalité et en proposant des renvois pour avis à la Cour de Strasbourg. Saisissons-nous pleinement du droit comparé pour éclairer nos juridictions sur ce qui se passe ailleurs, en nous rappelant l'opinion de Lord Bingham dans l'affaire Fairchild. Si une décision rendue dans notre pays heurte le sens premier de la justice, et s'il ressort de la consultation de la jurisprudence étrangère que la plupart des cours adopteraient une solution différente mais plus acceptable, quelle que soit la tradition à laquelle elle appartient, cela devrait nous commander une révision de notre position. Dans un monde qui chancelle, il y a une vertu à adopter des solutions identiques, quelle que soit la diversité des chemins par lesquels on y arrive. Soyons créatifs en nous décoinçant, c'est-à-dire en imaginant et en réclamant des contrôles juridictionnels à la hauteur des enjeux, notamment de la protection de nos libertés fondamentales. Faisons bouger les lignes en suggérant aux juges de cassation de toujours considérer qu'un moyen de conventionnalité et de pur droit est peut-être soulevé, même pour la première fois, en cassation. Dépassons les limites en nous rappelant que l'Assemblée du contentieux du Conseil d'État elle-même nous a solennellement confié une partie des clés de cette articulation des contrôles dans sa décision Fédération CFDT des finances du 16 décembre 2020. Le requérant, dit cette décision, a le choix des moyens qu'il entend soulever, en particulier lorsque des principes voisins peuvent trouver leur source dans la Constitution, dans des engagements internationaux ou dans des principes généraux du droit. À défaut de précision quant à la source du principe invoqué, il appartient au juge d'opérer son contrôle au regard de la norme de référence la plus conforme à l'argumentation dont il est saisi et à la forme de sa présentation. Mesdames, Messieurs, le dialogue des juges est bien caractéristique d'un phénomène d'émergence. Il ne ressemble pas ou plus à un cours magistral où le professeur ferait un cours devant des étudiants passifs. Il se nourrit
d'interaction réciproque, comme l'a bien montré la question de la protection de nos données de connexion, nos traces électroniques. La Cour de cassation a posé des questions préjudicielles, alors même que la Cour de justice avait déjà une jurisprudence. Reposer une question en incitant la Cour à revoir sa position et en expliquant pourquoi dans les motifs du renvoi, c'est provoquer un dialogue multilatéral des juges qui peut aller jusqu'à exprimer un désaccord. C'est la voie empruntée par le Conseil d'État dans l'arrêt French Data Network. C'est exceptionnel, mûrement réfléchi, lourdement encadré. Le Conseil d'État, tout en refusant le contrôle de l'ultra vires, fait prévaloir la Constitution sur le droit européen parce que dans ce cas précis, il ne garantit pas une protection suffisante dans la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas l'expression d'une cassure ou d'une rupture, c'est au contraire la manifestation d'une approche renouvelée, concrète et active du dialogue des juges à la hauteur des enjeux de l'hybridation du droit. Cette traditionnelle rentrée solennelle de la conférence du stage est l'occasion de vous réunir, Monsieur le vice-président, Madame la première présidente. Ce n'est pas nouveau, c'est l'une des missions essentielles de votre barreau commun qui s'emploie depuis toujours à contribuer à un dialogue vivant entre vos deux juridictions. Mais au-delà de ce symbole, permettez-moi donc, en tant que président de l'Ordre, de me réjouir sur un point très précis de la convergence du rapport Cour de cassation 2030 et de l'étude annuelle de la section du rapport et des études du Conseil d'État sur les états d'urgence. Les propositions numéro 10 du rapport et 14 de l'étude annuelle recommandent de créer des structures de dialogue entre vos deux institutions, permettant notamment d'examiner les, je cite, questions de droit susceptibles de justifier un regard croisé entre les deux ordres de juridiction. Vous pouvez compter sur nous pour contribuer à faciliter ce dialogue renforcé. Cher secrétaire de la conférence, chers jeunes confrères, lorsqu'on achève sa formation à l'université, on se dit que toutes les grandes questions ont déjà trouvé une solution dans la jurisprudence, que les grandes batailles judiciaires sont terminées et que le droit n'est plus qu'une affaire de détails. Ce serait une erreur de le penser. Le droit est en mouvement permanent, il suit un chemin sans fin et il suffit pour cela de consulter les rôles du Conseil d'État et de la Cour de cassation pour s'en convaincre. Il y a des grandes affaires parce que nous les faisons telles. Nous voulons tous les progrès du droit. Ils passent, c'est une certitude, par le dialogue des juges que nous devons tous contribuer à faire émerger. Et maintenant, place à la légende. Comme dans un western de John Ford, pour ceux qui sont cinéphiles, quand la légende dépasse la réalité, c'est la légende qu'on imprime. Eh bien, cette légende, cet après-midi, c'est celle du rapporteur public. Et c'est Laure Colonna-Distria, première secrétaire, qui va prononcer l'éloge du rapporteur public, étant précisé que ce discours va être prononcé et dédié à la mémoire d'Édouard Crépet.